Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité, ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 27 septembre 2023 et après la liquidation judiciaire de la compagnie Air Antilles, l'heure est aux offres de reprise et l'incertitude plane quant au devenir des salariés et l'identité du futur acquéreur. Le plus en vue est la CAFOM, dont l'aérien n'est pas du tout le cœur de métier, mais dont la solidité financière porte des garanties. CAFOM qui souhaite faire appel à l'expertise de l'ex-PDG d'Air Antilles, Éric Coury, ce que le ministère des Transports refuse catégoriquement. Habitués au déclin de compagnies ultramarines, les autorités souhaitent mettre fin à un cycle de gestion douteuse. En attendant, la tension monte entre les agents favorables à la CAFOM et le CSE d'Air Antilles qui déplore la manipulation de leurs collègues. Le reportage d'Olivier Félix. Aujourd'hui, il était important de dire à la presse notamment qu'il ne faut pas confondre. Les élus du personnel sont des personnes formées et qui travaillent sur des dossiers. Et il y a peut-être d'autres personnes qui expriment leur opinion, mais qui sont complètement à la marge et qui sont d'ailleurs, nous on l'a constaté, ce sont des personnes qui sont souvent manipulées et souvent qui ont peur. Mais en tout cas, les représentants du personnel ont travailler sur des propositions, des solutions, des questions qui permettent de sauver le maximum d'emplois, bien évidemment, de regarder les dossiers, de tout analyser pour qu'il y ait le plus de transparence possible par rapport aux dossiers qui nous ont été soumis. Nous voulons faire entendre une voix justement dans laquelle on dénonce l'attitude du CSE à travers tout ce qui a été dit. Le CSE s'est retrouvé dans une position finalement à défendre une certaine catégorie du personnel, ensuite confisquer les opinions de façon que nous, on n'a pas eu la possibilité d'émettre notre voix, de dire ce qu'on pensait dans ce dossier. Non, ce n'est pas une cabale contre M. Coury. En l'occurrence, la CAFOM a retenu l'attention du CSE. L'offre de la CAFOM a retenu l'attention du CSE. Par contre, effectivement, il est de manière notable que la CAFOM n'est pas un spécialiste de l'aérien, souhaite effectivement prendre M. Coury en qualité de conseil. Il prévoit de maintenir l'intégralité des moyens, des lignes. Il prévoit effectivement de supprimer quand même 102 postes, supprimer la base Martinique, ce qui n'a que peu de cohérence économique. On note effectivement à l'audience du 21 septembre que le ministère public s'est indigné de voir apparaître M. Coury dans leurs propositions, même en qualité de conseil. Les administrateurs, les liquidateurs judiciaires ont suivi aussi cette position. Donc non, en tout état de cause, il faut bien comprendre que si l'offre CAFOM est reçue en l'état par le tribunal de commerce, on parle d'abandon de dettes qui sont extrêmement conséquents. On a plusieurs dizaines de millions, des PGE, c'est quand même pas rien. Et puis paradoxalement, on rappelle que la déclaration de cessation de paiement elle est intervenue pour 300 000 €. Vous savez, M. Coury avait comme actionnaire minoritaire chez CAIR M. André Sada. M. André Sada est aussi actionnaire minoritaire à la CAFOM. On se porte en grand sauveur alors que pour 300 000 €, on aurait pu éviter tout ça. On aurait pu faire rentrer la CAFOM au capital de CAIR avant de déposer le bilan. Voilà. Toute cette situation, en fait, nous ne l'avons pas voulu. C'est la gestion de l'entreprise qui a conduit à cette situation et on ne peut pas revenir sur cet état de fait. Les salariés, dans leur vaste majorité, sont mécontents et le spectre de voir ce système perdurer, revenir, se remettre en place, c'est quelque chose qui est inacceptable.
La commission de surveillance du syndicat mixte de gestion de l'eau veut faire savoir qu'elle veille au grain, peut solliciter lors des rencontres autour du liquide précieux. L'instance mise en place il y a 2 ans opte pour la transparence avec les usagers et pour être plus effectif, les membres collectent des informations relatives au fonctionnement de la production, de la facturation et la comptabilité du syndicat mixte. Regardez. Pendant 2 ans, nous avons et nous continuons à travailler, mais nous sentons prêts aujourd'hui à faire savoir ce que nous faisons parce que quand on écoute ceux qui pourraient nous parler de la commission de surveillance, ne parlent jamais de nous, même au niveau de la préfecture. Quand on invite les usagers dans le comité de l'eau et le président de la commission de surveillance ou une délégation de la commission de surveillance n'est pas invité. Donc c'est pour vous dire que nous avons à nous faire connaître et à répondre, s'il faut répondre, à la réalité que nous vivons. Et je rappelle que cette commission de surveillance n'existe nulle part sur le territoire national français. Nulle part. Donc nous avons à chercher à rester authentique dans ce que nous faisons en tenant compte de la manière dont notre population, notre peuple exprime ses besoins et sa colère. Nous sommes là pour les entendre et à l'intérieur du système, donc la filière de eau, les représenter comme il faut. Nous pensons que depuis 2 ans que nous travaillons, nous essayons d'avoir des informations, puisque nous sommes une commission de surveillance. Donc nous avons besoin d'informations concernant le fonctionnement, que ce soit le fonctionnement des usines d'eau, des usines de traitement, des facturations, des investissements. Donc il y a un plan pluriannuel, mais pour l'instant, pour nous, c'est très flou. Ce que nous souhaitons, c'est que ce soit comme une entreprise privée, avoir un plan d'entreprise qui puisse fonctionner et avoir des étapes chaque année de manière à faire le point sur ce plan d'entreprise. C'est difficile de ne pas dire ce qui existe, c'est une réalité. On ne va pas déjà mentir à la population à travers vous. Nous existons, oui, mais la situation est difficile. Tout le monde est conscient, est informé de dire oui, c'est une situation extrêmement difficile, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler et justement faire en sorte qu'à partir de ce que nous disons, c'est de dire qu'est-ce que nous faisons avec cette situation-là. Et c'est pourquoi, même si ça n'existe pas dans le texte, de dire que nous avons le devoir de contribuer à l'élaboration d'une nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement et aussi de dire que nous devons nous concerter, syndicats et commissions de surveillance, et coopérer pour obtenir ce résultat que tout le monde attend. Nous nous mettons en place, puisqu'il faut que nous nous battions pour avoir les informations, mais ce que nous souhaitons, c'est que dans les 4 ans qui nous restent dans notre mandat, que nous puissions arriver à quelque chose qui puisse fonctionner de manière à ce que tout le monde soit content, que ce soit les usagers, c'est-à-dire les personnes physiques, mais également les entreprises, que ce soit les commerçants, les industriels et également l'ensemble de l'hôtellerie de la Guadeloupe. Tous les mercredis de ce mois, la société Théou invitait la population à échanger autour de pathologies graves. Et aujourd'hui, il était question de l'accident vasculaire cérébral qui touche 2 à 3 personnes par jour ici en Guadeloupe. Un véritable problème de santé publique pour ces spécialistes de la téléassistance qui mettent en avant le besoin de sécuriser ses proches vulnérables. Regardez. Par les rencontres, par les interactions avec la population, les interlocuteurs professionnels également, eu ces retours du manque de transmission des fois de certaines informations pertinentes sur des thématiques de santé criantes, comme aujourd'hui l'AVC. Donc c'est ce qui a fait naître cet événement, réunion débat, qu'on a intitulé donc Mercredi Santé. Moi, je remercie l'organisateur Théou de parler de l'AVC. C'est un problème de santé publique qu'il faut prendre à cœur parce que c'est quand même assez grave et qu'on peut prévenir. C'est pas une fatalité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une hérédité. Sinon, on parlerait pas de prévention. On peut prévenir la venue des AVC en ayant la connaissance des facteurs de risque. On s'appuie sur des professionnels dans un cadre qui est intéressant également pour permettre d'avoir des informations, mais surtout échanger
Les personnes présentes peuvent poser des questions aux professionnels présents, bien entendu, et témoigner aussi de leur expérience ou des difficultés qu'elles rencontrent. Dr Massina a donné des pistes que je pourrais mettre en pratique par rapport à la double pathologie de mon père, et que même les personnes qui sont là par rapport à l'AVC, on peut apprendre d'autres choses, parce qu'on a souvent des signes qu'on doit faire, et là elle nous a appris des choses qui sont plus faciles, comme le droit ou faire gonfler la joue. Des petits exercices qui sont beaucoup plus pratiques, je dirais. Il y a beaucoup de messages publicitaires pour vous dire comment faire, bien bouger, bien manger. Il faut que j'en ai conscience, que si je le fais, c'est pas pour le faire, c'est que ça va me permettre à moi de préserver ma santé, de travailler la cognition, de travailler la mémoire, de travailler son corps, de faire des activités physiques adaptées. Il existe beaucoup de choses, mais elles sont accessibles si on décide de les rendre accessibles. Nous mettons en place des solutions pour sécuriser les personnes, tout simplement dans les situations complexes de tous les jours, les situations de chute, d'isolement et d'angoisse qui peuvent être liées des fois au simple fait d'être seul à la maison. Un médaillon, porter un poignet ou un bracelet. Dès qu'on l'a avec soi, on peut partir en week-end à Marie-Galante. Et on sait qu'on a un opérateur qui est avec soi et qui se charge de prévenir les personnes qui ont été désignées, donc les proches ou les secours, quand c'est nécessaire. C'est très bien, c'est pour ça que j'ai fait appel à Théo pour une de mes amies. Elle, ça la rassure, et je pense qu'en tant qu'aidant aussi, parce que souvent on est des jeunes aidants, on travaille, ou encore on n'est pas sur place, on est à l'étranger ou en France. Là, on est sécure par rapport à nos parents. Et maintenant, on part pour la semaine de la création d'entreprises au Pôle emploi de Pointe-à-Pitre. C'est important pour nous. L'agence de Pointe-à-Pitre s'occupe des demandeurs d'emploi de Pointe-à-Pitre qui sont hyper entreprenants, puisqu'ils sont présents à l'appel de la directrice d'agence. Donc elle a convié toutes les personnes qui avaient un projet de créer une entreprise en un seul lieu pour que ces personnes aient accès à l'information. Donc il y a le conseil régional, le conseil départemental, la CCI, l'ADI, ainsi que les agents de Pôle emploi qui peuvent renseigner sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. En 2022, il y a eu 7849 demandeurs d'emploi qui ont créé leur entreprise en Guadeloupe, donc sur toute la région Guadeloupe, soit une hausse de 16%. Cette hausse de 16%, on peut dire qu'en effet, ça a suscité beaucoup d'envie chez les personnes de vouloir créer leur entreprise. Le contexte justement que nous avons connu et que vous connaissez a permis aux gens de réfléchir et de se dire pourquoi pas me lancer en tant que créateur d'entreprise. Pour moi, ça a été une importance de venir aujourd'hui parce que bientôt je compte ouvrir mon entreprise dans l'alimentation. Donc je suis venu pour avoir des renseignements sur tous les dispositifs que je peux avoir avant d'ouvrir mon entreprise en fait. Au moment où je vous parle, nous avons plus d'une centaine de demandeurs d'emploi qui ont ce projet justement de création d'entreprise. Et je peux vous dire que ce matin, à l'ouverture, dès 7h30, ils étaient tous là, tous présents. Et malgré la chaleur, ils sont restés, ils sont là pour pouvoir obtenir les informations leur permettant de poursuivre leur projet de création d'entreprise, en tout cas d'aboutir, d'obtenir les questions liées au financement, puisque c'est la principale question, comme vous le savez, de savoir j'ai un projet, mais qui peut m'accompagner, quel partenaire pourrait m'accompagner, tout dépend du projet que j'ai. C'est super. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. On a une prestation de création d'entreprise qui dure 3 mois à peu près, qui permet aux demandeurs d'emploi de travailler leur projet, du projet jusqu'à la création de l'entreprise. Il existe également des ateliers leur permettant de savoir où ils en sont et de travailler sur un point particulier de la création d'entreprise. Ça peut être comment j'organise ma création d'entreprise, ça peut être également comment je fais une étude de marché,
Ça peut être quelles sont les aides qui sont à ma disposition pour créer mon entreprise. La ville de Saint-François, elle inaugure les nouveaux aménagements de la Pointe des Châteaux, des équipements installés dans le cadre du plan de conservation de ce site naturel, tant pour préserver la biodiversité, sécuriser l'accès que sensibiliser le grand public. Le reste en images. La ville de Saint-François, depuis notre arrivée aux affaires, a tenu à porter très haut ce projet avec, bien entendu, ma collègue Barbara Camier, mon adjointe en charge de l'environnement, avec ses équipes administratives et techniques à ses côtés et les partenaires qui sont nombreux, comme vous l'avez pu le voir, le RSMA, la région, le département, la CARL, l'ONF, le Conservatoire du littoral, le CAUE, tout cela pour converger vers un seul et même objectif, que ce site classé devienne un grand site. L'évolution, ça a été la mise en place d'un plan d'aménagement, de préservation, de sécurisation et de sensibilisation finalement de la Pointe des Châteaux, donc pour préserver la biodiversité, sensibiliser le public et sécuriser l'accès aux visiteurs. On a la fierté de vous présenter à la fois des travaux de sécurisation du site pour les visiteurs, mais surtout un véritable parcours qui souligne tout le potentiel et toute la richesse du site de la Pointe des Châteaux. Ça va des écosystèmes forestiers terrestres au milieu marin. Ça passe par la valorisation des espèces d'oiseaux ou d'autres animaux qui sont présents sur le site, et puis bien entendu la végétation caractéristique de ces écosystèmes qui sont composés à la fois de forêts sèches, de zones humides, avec la présence des salines. Alors ce que j'ai retenu, c'est plus de ce qu'ils nous ont parlé par rapport à la Pointe des Châteaux, le fait qu'il y a des espèces protégées ainsi que des plantes aussi. J'ai beaucoup appris par rapport à la Pointe des Châteaux. Alors là, donc c'est une première phase effectivement dans le cadre de l'OGS, donc c'est l'opération Grand Site qu'on a commencé en 2001, qui a été un peu en stand-by en 2015, qu'on a relancé en 2018-2019, et donc aujourd'hui c'est cette première phase de relance, et on prévoit une deuxième phase, donc plutôt axée sur la sécurisation au niveau de la route, puisqu'on a des difficultés d'accès pour les piétons, de sécurisation des piétons qui accèdent sur la Pointe des Châteaux, donc là c'est plutôt axé sur la mobilité, le stationnement et l'accessibilité. Le message que je voudrais faire passer, c'est de surtout protéger la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe c'est une belle île, et surtout la laisser propre pour nos futurs à venir, parce que ce pays en nous belle. Magnifique commune de la Pointe des Châteaux qui accueillera du 6 au 8 octobre prochain le festival Souda. Et pour en parler ce soir, nous recevons Viviane Pelu, directrice de la galerie L'Art sans Mêle. Elle est en compagnie de Mallory Dubois, organisatrice du Souda Festival. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'en venir au festival donc, qui se déroulera, comme je l'annonçais, du 6 au 8 octobre prochain, précisément à l'aérodrome de Saint-François, un cadre assez atypique pour une exposition. Vous allez nous parler de ce choix. J'aimerais qu'on revienne avec vous quand même sur effectivement l'incident qui est survenu à l'Art sans Mêle. Est-ce que la galerie renaîtra de ses cendres? Bien sûr, tout à fait. On a plusieurs projets, mais ça va prendre un peu de temps. Mais oui, tout à fait. On va faire quelque chose de très très sympa. Et est-ce que vous arrivez justement à trouver des moyens palliatifs de façon à pouvoir permettre aux artistes d'exposer? Oui, la preuve, je fais partie aussi de l'organisation. Enfin, on organise le festival à Saint-François. Voilà, donc après je fais des expositions un petit peu itinérantes à droite à gauche. Voilà, j'essaye de trouver des lieux, mais oui, on est là. Très bien. Voilà. Alors Mallory Dubois, festival à venir sur un aérodrome. Pourquoi ça. Alors c'est ce qui convenait le mieux par rapport au thème du festival, donc qui est de réaliser des œuvres et des projets à partir de pièces d'avion. Donc c'était l'endroit parfait pour exposer sur des épaves. Voilà. On voit effectivement le rapport avec les pièces d'avion, mais avec le Souda. Puisque le Souda, ce sont un peu les Bernard l'Ermite, l'exposition porte ce nom. C'est un être vivant qui recycle le Souda. Voilà, donc en fait, si vous voulez, le festival se passe en deux temps.
Nous avons une résidence actuellement sur Saint-François qui se réalise aux Éclaireurs de France jusqu'au 5 octobre. Et après, on a le festival 6, 7, 8 octobre à l'aérodrome même. Voilà, donc on a 3 axes principaux, c'est-à-dire qu'on va présenter des pièces monumentales, des œuvres monumentales, une exposition avec donc la récupération de tous les débris de mécanique. Et on aura un art show aussi, mais là on laisse découvrir, on va laisser le suspense. Voilà. Alors qui est en résidence justement actuellement? Alors on a Bizo qui est artiste guadeloupéen mais qui vient de métropole. On a aussi Hardcore Bagdad et Mia qui sont 2 artistes qu'on a rencontrés lors de la route du Rhum à Saint-Malo. Et donc on a fait venir là pour la résidence, pour le festival. On a également François Piquet et Antonoué qui sont artistes résidents de Guadeloupe. Et donc ils ont à charge de réaliser des super structures? C'est ça, à la fois des projets d'œuvres monumentales qui vont présenter lors de la restitution de résidence et également des œuvres qui seront en exposition pendant le festival. Tout le monde pourra participer? Oui, comment ça? Tout le monde peut venir s'essayer? Oui, bien sûr, ouais, c'est entrée gratuite. Il y aura aussi des ateliers pédagogiques le samedi et le dimanche. Donc on pourra bricoler quelques petites choses aussi? C'est ça, enfants, adultes, c'est ouvert à tous, sur inscription. Ah, sur inscription. Oui, où est-ce qu'on s'inscrit? Alors, c'est sur un numéro, il y a le programme qui est sur sur les réseaux sociaux. Donc il y a toutes les informations, vous pouvez nous contacter. Donc une expo en 3 temps. Est-ce qu'on peut reprendre pour les téléspectateurs? Oui, alors donc on a premier axe, c'est donc la résidence artistique. Alors ça c'est 2 phases. Donc la résidence artistique qui a démarré jusqu'au 5 octobre avec une journée porte ouverte dimanche. Donc les gens sont invités à venir voir les artistes, discuter avec eux. On a aussi une autre artiste qui fait partie quand même du Souda, c'est une artiste photographe qui s'appelle Marguerite. Voilà, et Nadine Henry qui fera partie de tous les ateliers. Alors les ateliers sont pour les enfants, pour les adultes aussi, et on aura des conférences aussi. On aura une conférence en art, écologie, enfin voilà, avec des entreprises. Voilà. Et vous voulez vraiment pas nous en dire plus sur le show? Le show, c'est ce sera un travail sur un avion. Voilà, mais après on vous laissera découvrir, sinon si on vous dit tout maintenant, c'est pas marrant, il faut venir. Voilà, l'entrée est gratuite, donc le vendredi démarre à 17h minuit avec un concert, Trio Flow, animé par René, Move. Le samedi c'est 14h minuit aussi, et le dimanche ça sera 14h 20h. Voilà. Donc, tous les après-midi, du tous les 6 après-midi. au 8 octobre. C'est ça. Le rendez-vous est donné donc à l'aérodrome de Saint-François. C'est en collaboration en partenariat avec l'aérodrome de Saint-François, la mairie de Saint-François aussi. Voilà, donc, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait aussi quelque chose le 6 et le 8, au 8. Mais voilà, c'est pour les fêtes patronales ou voilà, je sais pas, sur Saint-François. Donc, ça va bouger, en tout cas, du côté ça va bouger, voilà. Et est-ce qu'on aura quelque chose qui va voler? Je demande à tout hasard. Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, on aura des choses qui sont suspendues, c'est sûr. Voler, voilà. On est sur un aérodrome, on a quand même des contraintes, de la sécurité à respecter. On imagine aussi. Voilà. Donc, ça a été très, très difficile déjà d'avoir le lieu. Donc, mais on languit quand même. Mais c'est déjà une réussite. Écoutez, oui, c'est quand même le premier festival sur l'aviation qui se passe sur la Caraïbe, quoi. Donc, voilà, et notamment en Guadeloupe. Mais on espère que ça va perdurer, puis que l'année prochaine, on réitérera ce festival, je ne sais pas, peut-être au Rézé, ou peut-être je sais pas, sur des sur le Caraïbe, peut-être sur un autre thème, voilà, sur les bateaux, sur les voitures. C'est pas les voitures qui manquent chez nous, il y en a de partout, sur tous les coins de rue qui sont pourris. Alors voilà. Il y a de quoi faire, il y a de la matière. Il y a de la matière, effectivement, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, mesdames, d'être venues sur ce plateau. Merci à vous. Nous présenter donc le Souda Festival. On rappelle que ça se passe du 6 au 8 octobre prochain. Ce sera du côté de l'aérodrome à Saint-François. Merci encore. Merci. Et retour maintenant sur la défaite des Guada Girls face à Sainte-Lucie. La sélection guadeloupéenne s'est vue malmenée à domicile 5-1. Un échec totalement assumé par le sélectionneur Mario Sinivassan. Regardez. C'est vrai qu'on était venu faire un résultat, surtout chez nous. On se retrouve à prendre une gifle. C'est frustrant, c'est décevant. Et voilà, on est déçus et puis voilà. Je crois que si
le mot est peut-être pas suffisamment dur, mais c'est une faillite. Une faillite, et ma foi, je suis amer parce que je prends la responsabilité. Hein. C'est moi qui ai sélectionné les filles, c'est moi qui ai choisi les filles. Donc le premier responsable de la défaite, c'est moi. J'endosse entièrement cette responsabilité. C'est difficile, très difficile pour l'instant à analyser, mais le constat est rude. Nous sommes chez nous, nous prenons une raclée. Et en plus, c'est qu'on ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, très peu d'occasions. Donc ça laisse à réfléchir. Ça laisse à réfléchir. Je suis amer ce soir. On n'a pas été bon, je dirais que collectivement, individuellement, on n'a pas été bon, on n'a pas été sur l'adversaire. Elle a eu plus faim que nous. Et à la fin, c'est le meilleur qui gagne. Basically, it's been a while since we last took part in a female tournament, 4 years now. So with this tournament, ça fait longtemps qu'on n'a pas participé à des compétitions, ça fait 4 ans. Donc dans cette compétition aujourd'hui, on essaie surtout de faire progresser nos joueurs et de voir jusqu'où cela peut nous mener. Get out of the group. I think it's a great victory coming here to take 3 points. Coming off the last game, it was well deserved because we needed those 3 points. So we came to put the front foot and add to our victory. Bah, décidément, Shadika, elle est partout. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.